BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Comme chaque jeudi, notre trublion est là, présent en plateau, Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Directeur éditorial de marchégagnant.com. Quel est votre sujet de la semaine? Alors de fait, pour commencer, ma semaine, alors pardon de dire ma semaine, mais tout simplement parce que je raisonne par rapport à jeudi dernier, puisque je viens le jeudi, je raisonne pas en semaine civile, donc je voudrais juste m'arrêter sur la journée du vendredi 25 octobre. Pourquoi? Parce que ce jour-là, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a clôturé la 11e conférence internationale de l'assurance à Paris avec un discours. Et ce jour-là, Didier Davidoff, qui est l'ancien directeur général de l'Observatoire de l'épargne européenne, nous quittait. Alors aujourd'hui, je voudrais adresser un message à l'un, c'est-à-dire le gouverneur, en pensant à l'autre, qui était un grand spécialiste des questions d'épargne, comme on en a malheureusement peu dans ce pays. Sur quel thème souhaitez-vous les alerter aujourd'hui? Bien, je voudrais qu'on parle de la pauvreté de la statistique en matière d'épargne. Alors actuellement, avec la crise de l'assurance vie, tout le monde sort son idée sur ce qu'il faut faire, ne pas faire. Mais la vraie question, c'est a-t-on véritablement les bons chiffres pour décider? Alors le sujet, il est important pour les politiques, il est important pour les banquiers, il est important pour les assureurs, mais aussi pour les épargnants. Car sans chiffres ou avec des chiffres qui sont inexacts, on peut véhiculer tout un tas d'idées qui sont complètement fausses. Alors je vous propose, Guillaume, de commencer par un clin d'œil un peu provocateur en parlant de ce fameux taux d'épargne que l'on évoque souvent en termes d'épargne, qui fait de nous des champions d'Europe derrière les Allemands. Savez-vous, Guillaume, comment ce taux d'épargne est calculé? Je n'en ai pour le coup pas la moindre idée, je vais vous faire confiance. C'est vous le vrai spécialiste, Jean-François. Ouais, alors vous allez voir, on peut faire de l'économie simple, accessible à tous. Donc, pour calculer le taux d'épargne dans les comptes de la nation, on fait ainsi. D'abord, on agrège les revenus des ménages. Alors, Guillaume, si je vous dis les revenus des ménages, ça peut être quoi? Les salaires pour ceux qui travaillent. Voilà, exact, on part des salaires. On rajoute d'ailleurs au passage les cotisations sociales qui sont versées par les entreprises parce que c'est considéré comme un élément de revenu. Qu'est-ce qu'on peut gagner d'autre? Quand on est retraité, on gagne ses pensions de retraite, ses revenus de retraité. Voilà. On parlait des retraités, on aurait pu parler des chômeurs qui, eux, perçoivent des allocations. Bref, tout ça, ça va être un ensemble que l'on va appeler les prestations sociales. Donc, je vais additionner ce que je peux gagner. On a cité les salaires, on a cité les prestations sociales. Et Guillaume, quand on gagne de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on paye des impôts. Voilà. Parfois trop d'impôts d'ailleurs. Eh ben, je sais pas si c'est pas en tout cas le sujet du jour, savoir si on en paie trop ou pas. En tout cas, on paye des impôts et donc dans les comptes de la nation, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qu'on gagne, les salaires, les prestations sociales et on retire les impôts sur le revenu et sur le patrimoine. Et ça nous donne quoi? Ça nous appelle quelque chose qu'on appelle le revenu disponible brut. Alors, ce revenu disponible, une fois que vous avez touché votre argent, que vous avez payé vos impôts, Guillaume, vous pouvez en faire quoi de cet argent? Je peux utiliser mon argent pour acheter, pour consommer ou pour épargner. Et voilà. Alors en pratique, la consommation, vous le savez, c'est un agrégat que l'on suit précisément. Agrégat bien connu, bien suivi, on l'a tous les mois. Donc l'épargne, c'est quoi? En fait, c'est la dernière ligne en bas du tableau. Une fois qu'on a fait la somme des gains, qu'on a retiré les impôts, qu'on a déduit la consommation, on dit ce qui reste, c'est l'épargne. Dernière ligne du compte de résultat, et j'aurais tendance à dire dernière roue du carrosse. Ouais, les bénéfices, dernière ligne donc, alors que c'est un élément évidemment majeur pour tout le monde. Et dans les entreprises, les résultats des entreprises aussi, les bénéfices sont en dernière ligne, alors que pour les actionnaires, ça compte quand même un tout petit peu. Juste une question pour bien comprendre d'ailleurs, cette épargne dont on parle, le taux d'épargne des Français, c'est l'épargne financière, c'est l'épargne immobilière, c'est les deux? Alors les deux en fait. Il faut savoir que ce que l'on appelle l'épargne immobilière, c'est l'acquisition de logements neufs seulement. Explication pour comprendre. Quand vous achetez un logement neuf, Guillaume, en pratique, vous donnez de l'argent à un promoteur. Donc, au sens de la comptabilité nationale, ça veut dire quoi? Vous avez une opération entre agents économiques différents. Bref, vous avez de l'argent qui sort de la poche d'un ménage, vous, pour rentrer dans la poche d'une entreprise, le promoteur. Si imaginons, j'achète votre appartement. Que va-t-il se passer? En fait, je vais vous payer. Donc, je vais vous donner de l'argent. Et vous allez en recevoir. Mais au niveau global, au niveau des ménages, ça ne changera rien. Il y aura toujours autant d'argent dans la poche des ménages. Donc, il n'y aura pas de comptabilisation de cette opération dans les comptes de la nation. Donc, une fois, on a vu comment calculer l'épargne globale, on va déduire ce qui a été acheté en logement neuf, ça c'est l'épargne immobilière. Et dans le jargon, ça s'appelle la formation brute de capital fixe. Et à la fin, on arrive à quoi? On dit ce qui reste, c'est l'épargne financière des ménages. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'a pas de statistiques officielles très précises sur l'épargne en réalité. Mais quand même, on a quelques chiffres qui viennent d'ailleurs régulièrement nous abreuver. Tous les mois, on reçoit tous les mois les chiffres de collecte du livret A, de l'assurance vie. Ça peut servir de repère. Ouais, mais pourquoi vous avez ça? Parce que la Fédération française de l'assurance fait la promo de l'assurance vie et que la Caisse des dépôts fait la promo du livret A. Qui fait la promo du PEL? Personne. Qui fait la promo, d'un placement qu'on aime bien, le plan d'épargne en action?
Là, effectivement, on a moins de chiffres. La Banque de France en donne un peu, je crois, quand même, sur le PEA. Ouais, un peu, mais quand même, quelle pauvreté. On a quoi? On a le nombre de PEA et les encours correspondants, c'est tout. Combien de gens ont versé? On ne sait pas. Alors, pourtant, la Banque de France, elle doit avoir la donnée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a 20 ans, elle communiquait sur ces chiffres-là tous les trimestres. Donc, à la Fédération française de l'assurance, à la conférence internationale de l'assurance, le gouverneur a dit aux assureurs qu'il était prêt à faciliter des initiatives d'évolution de l'assurance vie en soutenant des demandes d'aménagement réglementaire. Eh bien moi, je fais une première demande au gouverneur pour que l'on puisse sérieusement discuter d'épargne. Il faut que la Banque de France republie des chiffres précis sur les PEA, surtout si on veut encourager l'investissement d'entreprise. Je crois que c'est une priorité nationale aujourd'hui. Donc, autant saisir la perche, en effet. Alors, on a parlé là du PEA, mais l'essentiel de l'épargne et de l'investissement des Français, c'est l'assurance vie, ce sont les unités de compte. Oui. Est-ce qu'on a plus de chiffres là-dessus? Est-ce qu'ils ont plus de crédit pour vous? Et là, si vous le permettez, j'ai un document que je vais vous faire passer, qui est en fait un document qui est issu de la Banque de France, et c'est le détail des investissements des ménages français. Juste, comment est fait ce tableau? Comment est fait ce tableau? Les Qu'est-ce que vous y sont voyez? classés selon leur nature, produits de taux d'un côté, je vois les produits de fonds propres de l'autre. Alors juste, on décrypte là encore pour pas que ce soit du jargon, pour que les auditeurs puissent nous comprendre. Les produits de taux, c'est quand on prête de l'argent. Donc quand on fait un dépôt à sa banque, on lui prête de l'argent. C'est pareil quand on a un livret, quand on a un compte à terme, quand on a une obligation ou quand on a une assurance vie. Quand on dit des produits de fonds propres, un produit de fonds propres, c'est quand on laisse l'argent dans une entreprise, qu'on est au capital et qu'on est intéressé au capital. Bref, c'est les actions qui sont détenues directement ou indirectement. Question, où la Banque de France a-t-elle classé les 360 milliards placés en unités de compte en assurance vie? En propre de compte propre, les unités de compte seraient donc assimilées à des actions? On les a mis en produits de fonds propres. Et là, j'ai un sujet. Si les unités de compte, c'est des actions, très bien. On va donc pouvoir répondre à une question qui m'intéresse et qui intéresse les épargnants au plus haut point. Les unités de compte font-elles bien leur job? Donc, je prends les chiffres de la profession pour les comparer aux actions. Alors, première façon de recouper mon info, je vérifie quand même que ça ressemble un peu. Alors, pour ça, une méthode somme, je vais regarder si les UC baissent, quand la bourse baisse. Alors, Guillaume, la dernière baisse du marché, c'était quand? 2018, le dernier trimestre avait été assez compliqué en bourse. Voilà, vous avez raison. Donc 2018, le CAC 40 dividende réinvesti fait moins 8%. Les unités de compte font moins 9%. Alors ça ressemble donc. Je regarde les baisses précédentes. On avait eu 2011, on avait eu 2008. Et là, effectivement, je constate que pour les unités de compte, c'est des années où les performances sont négatives. Allons au résultat. Est-ce que les unités de compte sont de bons placements financiers, Jean-François? Eh bien, j'ai pris les chiffres depuis 1999 et j'ai comparé au CAC 40 dividendes réinvestis. J'ai donc 13 mesures sur 13 années, sur des périodes de 8 ans. Eh bien, les unités de compte font mieux que le CAC 40 3 fois seulement. J'aurais donc pu aujourd'hui vous faire une superbe chronique en vous disant les unités de compte sont nulles, mais je ne le ferai pas. Ça aurait fait d'ailleurs un coup de gueule parfait. Pourquoi choisissez-vous de ne pas en faire votre sujet et votre coup de gueule? Pourquoi? Parce qu'en réalité, les chiffres de la Banque de France sont faux. Ils sont pourtant repris par l'Association française de la gestion dans son livre blanc sur la pédagogie. Ils ont été repris hier par Harvest dans un communiqué de presse. Les unités de compte ne sont pas des produits de fonds propres. Certes, il y a des unités de compte actions, mais résumer toutes les unités de compte à des actions ressemble à une erreur. Enfin, en pratique, on constate qu'il y a beaucoup de gestion flexible, par exemple, dans les contrats d'assurance vie. Oui, et donc cette erreur choupinette, elle aurait pu la voir. Le problème, c'est que la Banque de France ne la voit pas. Ce qui est regrettable, c'est que la Banque de France pèse plus lourd dans le débat public que choupinette. Vous savez dans le détail ce qui se cache derrière les unités de compte? Alors, on ne sait pas tout, mais on sait un certain nombre de choses. Ouais. Le gros de la troupe, naturellement, ce sont des fonds. Mais savez-vous, par exemple, Guillaume, que 11% des unités de compte sont en fait des obligations, des titres obligataires de banques qui sont détenus en direct comme unité de compte? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il y a quoi? En fait, là-dessus, il peut y avoir deux choses. Ouais. Il peut y avoir des établissements qui vendent comme unité de compte des titres qu'elles émettent pour se refinancer. Ça s'appelle traditionnellement des TSDI. Bon. Donc, c'est des titres émis par les trucs. Ça, je peux vous dire, on risque de le revoir remonter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les assureurs, ils ont besoin de se recapitaliser, donc ils vont émettre des titres, et l'une des façons, c'est de les refourguer directement aux clients. La deuxième chose, quand vous souscrivez un pseudo-fonds garanti, vous savez, on vous donne une rémunération qui est dépendante de l'évolution des marchés, d'un panier de valeurs, etc. Souvent, se cache derrière ce produit une obligation émise par une banque. Bon, c'est donc pas un produit de fonds propres. Du coup, quelle conclusion on peut apporter? Un mot pour conclure. Ouais. Je pense que l'épargne est un sujet sérieux, et on ne peut parler sérieusement qu'avec des chiffres précis et justes. Donc, si on a le droit de faire des demandes au gouverneur, j'en ai une. Soyez un acteur majeur de la diffusion de données qualifiées
sur l'épargne pour contribuer au débat, parce qu'au regret, je suis aujourd'hui au regret de le dire, mais la Banque de France assume très mal ce travail. L'appel est lancé, signé Jean-François Filiatre, le directeur éditorial de marchégagnant.com. Vous reviendrez tout à l'heure, Jean-François. S'il y a des questions. Dans 3 quarts d'heure, envoyez-nous vos questions sur vos placements, n'hésitez pas, et Jean-François sera très pratique pour vous répondre, vous apporter des solutions. Ce sera dans 44 minutes précisément.